Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro d'Actu électrique. Chaque vendredi, le condensé des informations sur la mobilité électrique de la semaine passée. Encore un numéro très dense dans lequel j'ai sélectionné pour vous une douzaine d'actus parmi les plus brûlantes et intéressantes, plus une info insolite surprise en fin de vidéo. Vous pouvez facilement vous situer et naviguer dans ce sommaire grâce au bandeau donc situé en haut de l'écran et au chapitrage de la vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner en activant les notifications pour recevoir chaque semaine votre numéro d'actu électrique et apporter votre soutien à la chaîne. Je suis Laurent, vous êtes sur la chaîne Famille Électrique et on démarre tout de suite avec notre première actu de la semaine. Alors, le second baromètre national sur la recharge en résidentiel collectif est sorti par l'AVER. Il est publié par l'AVER France, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, Enedis et l'AFOR, donc l'association française des opérateurs de recharge qui regroupe les 5 principaux opérateurs français de la recharge. Donc ça, c'est un baromètre qui est intéressant, mais avant, un petit rappel pour comprendre les chiffres du baromètre. La recharge donc en résidentiel collectif recouvre principalement 3 réalités: les points de recharge individuels, les points de charge partagés et les infrastructures collectives. En habitat collectif, AVER France préconise un projet d'infrastructure collective des 10 places de stationnement. Plusieurs solutions s'offrent aux copropriétaires ou bailleurs, des solutions privées proposées par des opérateurs de recharge et une solution publique portée par le gestionnaire de réseau de distribution, Enedis, sur 95% du territoire. Il s'agit alors de l'installation du réseau public de distribution d'électricité auquel des bornes peuvent être ensuite raccordées à la demande de chaque résident. Donc, les points de recharge individuels comptabilisés dans le cadre du baromètre publié par AVER, Enedis et l'AFOR sont installés par des opérateurs privés affiliés à l'AFOR, tandis que les installations collectives relevant du réseau public ne sont pas de leur responsabilité. Alors, que nous apprend ce baromètre ? Au 30 juin 2024, la France comptait 17 603 points de recharge individuels en résidentiel collectif, marquant une augmentation de 10,5% par rapport au premier trimestre 2024. Vous avez 30 512 immeubles, soit 12% des bâtiments collectifs qui ont validé le déploiement d'une infrastructure collective, ce qui représente une hausse de 6,4% depuis le début de l'année. On va commenter les chiffres après. Chiffre important à voir dans cette publication. Sur les 30 512 immeubles ayant validé l'installation, seulement 9 193 ont effectivement mis en place une infrastructure collective, ce qui représente une croissance de 9,66% par rapport au trimestre précédent. Mais on va commenter. La contribution du programme Advenir là-dedans, donc le programme a contribué financièrement à l'installation de 19 000 points de recharge environ au 31 mars 2024, soutenant ainsi l'expansion de l'infrastructure de recharge en résidentiel collectif. Alors je trouve ça faiblard, moi. Les 9193 immeubles ayant effectivement mis en place une infrastructure collective représentent environ 3,61% du nombre de total de bâtiments collectifs, j'ai fait le calcul. C'est trop peu parce que la recharge à domicile, selon moi, c'est un facteur déterminant pour le passage à l'électrique de nombreux automobilistes. Donc je trouve ça un peu faiblard. Donc rendez-vous sur le site de l'AVER, je vous mets tous les liens en description bien sûr, et vous pouvez même afficher voilà le baromètre sous format PDF, vous pouvez le télécharger. Il est un peu plus facile à lire que l'article, je trouve. Vous avez les principaux chiffres, la méthodologie appliquée et bien l'évolution donc de ces indicateurs qui vous est présenté. On va maintenant passer à la deuxième actu de la semaine qui m'a intéressé et qui, je pense, va vous plaire. Les bornes de recharge en vue de surpasser les stations de service aux États-Unis. Donc ça, c'est un article que j'ai trouvé sur newsday.fr, je sais pas ce que c'est. Les principaux enseignements de cet article, c'est qu'il y a un progrès significatif des infrastructures. Aux États-Unis, il y a 704 nouvelles bornes de recharge qui ont été inaugurées au cours du deuxième trimestre 2024, atteignant un total de 9000 sites publics. Il y a des États aussi comme le Dakota du Nord, le Texas, l'Alabama, le Nouveau-Mexique qui voient une expansion significative du réseau de recharge et ce ne sont plus des déserts de bornes comme ce l'était auparavant, ce que nous apprend l'article.
En 2024, les opérateurs nord-américains dépenseront 6,1 milliards de dollars pour les infrastructures de recharge, avec des dépenses annuelles prévues de doubler d'ici 2030. D'ailleurs, il y a même des propriétaires de stations-service traditionnelles qui adoptent les bornes de recharge, et des entreprises comme US Bank ou Waffle House installent également des chargeurs pour attirer plus de clients. Donc il y a un vrai mouvement en cours aux États-Unis. En plus, vous avez un soutien gouvernemental à travers le programme Navy de l'administration Biden qui soutient cette expansion avec un plan de 5 milliards de dollars, malgré les critiques et la désinformation de certaines figures politiques que je ne nommerai pas aux États-Unis. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que aux États-Unis, pays du pétrole, le pays de l'oncle Sam et des pick-up bodybuildés, est en train de se tourner progressivement vers l'électrique. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que m'indique cet article, ce signal en fait du nombre de bornes de recharge qui commence à bien augmenter aux États-Unis et à être très très significatif au point de dépasser le nombre de stations-service. Voilà, donc n'en déplaise à certains, le véhicule électrique, même dans un pays qui au départ n'y est pas forcément favorable pour plein de raisons différentes que j'ai pas le temps d'évoquer dans cette actu, est en train de tourner vers l'électrique. Donc voilà, le véhicule électrique n'est pas mort. Allez, on va passer maintenant à la troisième actu. Allez, on passe à la troisième actu. À Barcelone, les voitures électriques se rechargent grâce au métro, nous dit le site d'Automobile Propre. Et oui, à Barcelone, une nouvelle station de recharge utilise l'énergie récupérée lors du freinage du métro pour recharger les voitures électriques. La première station de ce type se situe sur la fameuse Rambla de Marina, à l'Hospitalet, près de l'arrêt Bellvitge de la ligne numéro 1 de métro. La station offre 6 points de charge avec une puissance maxi de 50 kW qui permet des recharges de 30 minutes à 2 heures à 0,30 € par kWh. Le projet Metro Charge vise à promouvoir une mobilité plus durable en utilisant l'énergie de freinage des métros et des panneaux solaires qui sont sur la station. Au total, 7 stations similaires sont prévues pour être installées dans la ville de Barcelone, renforçant l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Voilà une info intéressante. Je trouve que c'est une innovation qui mérite d'être mise en avant, et pourquoi pas en France également. Allez, on passe à la quatrième actu, toujours sur Automobile Propre. Mercedes prolonge la vie de ses hybrides rechargeables. Mercedes a décidé de continuer à produire ses modèles hybrides rechargeables en repoussant leur arrêt initialement prévu pour l'année prochaine. Les véhicules hybrides rechargeables basés sur la plateforme MFA comme les classes A, B et CLA seront équipés de batteries à plus grande capacité, augmentant leur autonomie électrique. Cette décision est motivée par une réévaluation du marché, notamment un ralentissement des ventes de modèles 100% électriques par rapport aux prévisions. C'est un changement de stratégie, donc Mercedes a modifié sa stratégie en prévoyant de continuer la production d'hybrides rechargeables au-delà de 2030, malgré les engagements initiaux de passer au tout électrique à cette date. Une source proche de Mercedes indique que le ralentissement des ventes électriques a conduit à une révision des plans pour la gamme de voitures compactes, prolongeant ainsi le cycle de vie des modèles à moteur à combustion interne. Voilà. On passe tout de suite à un autre sujet sur le même thème de l'hybride et je vous donne mon avis sur tout ça. Alors, autre sujet, toujours sur Automobile Propre, concernant BYD. BYD lance la Seal U, un SUV hybride rechargeable en Europe, offrant une alternative aux véhicules 100% électriques en période de baisse de la demande pour ces derniers. Alors, c'est pas une baisse, c'est un ralentissement. Le Seal U, connu sous le nom de Sona Plus en Chine, a été vendu à près de 300 000 exemplaires en 2023, qui souligne la popularité de cette technologie hybride rechargeable de BYD. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, 48% des BYD Denza ou Yangwang, les autres marques du groupe, immatriculées en Chine, étaient ainsi des hybrides rechargeables. La technologie hybride est donc bien amortie chez BYD. La décision de BYD d'exporter des hybrides rechargeables en Europe est également motivée par des marges potentielles plus élevées et une saturation du marché chinois où la concurrence fait rage. Mais surtout, les super droits de douane imposés par l'Europe sur les véhicules électriques chinois ne s'appliquent pas aux hybrides rechargeables. Donc, c'est intéressant.
En Europe, le CILU DMI est proposé à des tarifs compétitifs par rapport aux concurrents européens, avec des prix qui peuvent aller de 38 900 à 44 500 euros. Et donc là, l'offre de BYD est très attractive. En plus, BYD développe rapidement son réseau de distribution en France, visant une 60aine de points de vente d'ici la fin de l'année. Et l'arrivée de nouveaux modèles hybrides bien placés en prix sera donc une excellente chose pour permettre un bon lancement du réseau. Alors je comprends BYD, mais personnellement je comprends pas l'engouement pour l'hybride rechargeable. Comme en tout cas si je comprends, c'est le résultat de plusieurs facteurs, à la fois de la désinformation permanente sur le véhicule électrique avec une autonomie trop faible, et puis un lobbying des constructeurs traditionnels qui est très fort et qui sont pas prêts à faire une croix sur la poule aux odeurs de l'entretien, par exemple. Donc voilà, moi l'hybride rechargeable, j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt. Vous rajoutez un poids supplémentaire à des véhicules thermiques en associant une batterie pour faire soi-disant pour avoir des autonomies de 600, 800, 1000 km qui vous serviront quasiment pas ou alors sauf si vous êtes dans des professions bien particulières, ça je peux l'admettre, mais voilà, en tout cas même en termes écologiques, on commence à s'apercevoir que c'est pas forcément une bonne solution que de passer du thermique à l'hybride rechargeable. Autant passer directement à l'électrique 100%, et c'est un peu comme ça moi que j'en suis venu d'ailleurs à des modèles 100% électriques. À l'époque, je sais plus quel modèle je regardais chez Hyundai en hybride rechargeable, et je me suis bien vite aperçu que les consos étaient pas bonnes parce que pour mon usage en tout cas finalement, vu le peu d'autonomie de la batterie électrique et le surpoids représenté par la batterie, j'allais avoir des consommations pas très intéressantes. Et donc un coût de revient également pas très intéressant. Voilà ce que j'en pense. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à l'actu suivante de la semaine qui nous vient du site Les Numériques qui nous dit que 2 voitures chinoises arrivent en Europe à la rentrée prochaine. Elles seront commercialisées grâce au groupe Stellantis et on va voir ensemble les points clés. Tout d'abord, donc, Stellantis collabore avec Leapmotor pour assembler et vendre 2 modèles de voitures électriques en Europe. La production européenne maintenant, donc la citadine T03 sera produite dans l'usine Fiat en Pologne avec une première série de 800 unités prévues pour septembre. Grâce à l'assemblage en Europe, c'est un assemblage, la T03 bénéficiera du bonus écologique français en 2024 qui réduira son prix de 4 000 euros. La T03 et le SUV C10 de Leapmotor feront face à une forte concurrence sur le marché européen, notamment avec des modèles comme la Dacia Spring, la Citroën IC3 et la Renault Renault 5 e-Tech. Le SUV C10 sera initialement importé de Chine, ce qui augmentera son prix en raison des frais de douane élevés avant une possible production européenne à l'avenir. D'ailleurs, on a vu des images d'un premier bateau arrivant en Europe. Donc vous l'avez compris, le modèle de petite citadine sera assemblé dans une usine polonaise. Donc la Chine va envoyer des kits d'assemblage aux constructeurs européens. Ils seront assemblés donc dans une usine européenne et donc ils pourront bénéficier des 4 000 euros de prime normalement. Donc voilà, a priori cet assemblage, alors j'ai lu plusieurs sources différentes qui concordent pas forcément. En tout cas, il était prévu que l'assemblage démarre en juin, en tout cas cet été. Donc on va voir dans les prochaines semaines si des véhicules chinois sont finalement fabriqués en Europe. Voilà, on passe à l'actu suivante. Mais voilà, moi je suis un peu circonspect par ces méthodes un peu détournées. Pour pouvoir prétendre encore au bonus et du coup ne pas rogner un petit peu sur les marges que les constructeurs chinois font en Europe et qui sont a priori quand même assez conséquentes. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue avec l'actu.
une fois n'est pas coutume, on va aller sur un site canadien, peut-être québécois, je ne sais pas, La Presse, donc qui nous informe que Tesla rappelle plus d'1,8 million de véhicules. Bon voilà, ça concerne les modèles 3, S, X entre 2020 et 2024 et le Y de 2021 à 2024 pour un problème de capot. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le verrouillage du capot ne peut pas détecter un capot mal fermé, ce qui pourrait le faire s'ouvrir en conduisant et obstruer la vue du conducteur, augmentant ainsi bien sûr le risque d'accident. C'est jamais bon de se prendre un capot dans le pare-brise. Tesla a commencé donc à enquêter sur les plaintes en mars 2023 et a découvert que le problème était plus fréquent en Chine par rapport à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Donc bien évidemment, il y a des mesures qui ont été prises et notamment donc Tesla a publié une mise à jour logicielle gratuite bien sûr pour résoudre le problème et enverra également des notifications aux propriétaires concernés d'ici au 22 septembre. Il y en a eu d'autres, des rappels. En juin, Tesla a rappelé le Cybertruck pour des problèmes similaires de pièces détachées, de dysfonctionnement des essuie-glaces. Des rappels, il y en a partout, il y en a chez tous les constructeurs, chez Tesla au moins. Ce sont des rappels qui ne nécessitent pas de se rendre chez un concessionnaire. Vous avez donc une mise à jour à faire et c'est tout. Voilà, c'est tout. Pour la prochaine actu, je vais vous faire des incrustations vidéo, ça sera plus joli. On va parler de la nouvelle Tesla Model Y qui se dévoile enfin. On a des nouveaux clichés a priori qui ont été révélés, 2 nouvelles photos du Tesla Model Y restylé qui ont été publiées sur Reddit, montrant des détails du véhicule sous une bâche et des améliorations à l'intérieur, notamment un éclairage LED qui est a priori très joli. Le restylage du modèle Y, donc surnommé Juniper, reprend des éléments du modèle 3 Highland à l'intérieur avec une planche de bord qui paraît similaire et surtout un joli bandeau LED à l'intérieur. Une des nouveautés par contre les plus remarquables, c'est un bandeau lumineux à l'arrière portant le nom complet du constructeur. Il y a même un designer qui a imaginé l'arrière de la future Model Y sur la base de ces photos et je trouve l'essai personnellement très beau. Et donc je suis preneur. Le modèle Y restylé pourrait ne pas être commercialisé avant 2025 en ligne avec les déclarations d'Elon Musk sur Twitter et les délais observés lors des premiers leaks qui étaient sortis sur le modèle 3 Highland. Alors, qu'en pensez-vous les amis? Ces photos, est-ce qu'elles vous font envie? Est-ce que vous trouvez ce nouvel arrière de la modèle Y Juniper satisfaisant? Dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires. Je vous propose maintenant d'aller sur quelques articles très très vite, donc c'est une section que j'appelle en bref et je vous mettrai les incrustations directement à l'écran, ça sera peut-être plus simple. Alors, premier article, croissance rapide des bénéfices de CATL au 2e trimestre malgré le ralentissement de la demande de VE. Ça, c'est un article de Financial Express. Donc, CATL a augmenté sa part de marché à 46,4% des batteries dans les véhicules électriques fabriqués en Chine au premier semestre, ce qui surpasse en fait les résultats de ses concurrents BYD et CALB. Donc ça, c'est une première info intéressante au niveau de CATL qui marche fort actuellement malgré le ralentissement du marché en Chine. Toyota planifie une nouvelle usine de batterie pour les voitures électriques face à la concurrence chinoise sur l'île de Kyushu pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement de ces véhicules et ceux de la marque premium Lexus. Bien entendu, l'idée c'est de contrer BYD qui a réussi à pénétrer le marché japonais très récemment. Toyota prévoit d'investir 32 milliards de dollars, soit 5 trillions de yens d'ici 2030 dans les véhicules électriques. Toyota compte bien rattraper son retard face à la concurrence chinoise qui arrive dardard au Japon. Autre article qui concerne Kia maintenant, la réduction des prix de ses voitures. Donc, les voitures électriques de Kia ne sont plus éligibles au bonus électrique en France car elles sont produites, comme vous le savez, en Corée du Sud. Et il y a une rumeur qui court selon laquelle Kia envisage de produire ses véhicules électriques en Europe, notamment en Slovaquie, pour contourner les restrictions et rendre ces modèles à nouveau éligibles au bonus écologique. Donc ça se ferait dans l'usine de Žilina, une usine slovaque de Kia. Et donc ça permettrait à Kia de retrouver droit au bonus écologique surtout, et puis à une moindre taxation dans un deuxième temps peut-être.
Autre titre, Uber va équiper sa flotte de voitures électriques du chinois BYD, encore eux, qui va fournir 100 000 véhicules électriques à Uber dans le cadre d'un partenariat pluriannuel. Ce partenariat débutera en Europe et sur d'autres continents, mais exclura bien entendu les États-Unis en raison de taxes qui sont imposées sur les véhicules chinoises là-bas. Selon les pays, les chauffeurs Uber pourront accéder à des offres de financement ou de location pour les véhicules BYD, ainsi qu'à des réductions sur la recharge, l'entretien, l'assurance des véhicules. Voilà pour ces infos en bref. Et comme je vous avais promis, on va passer maintenant à l'actu insolite de la semaine. Kylian Mbappé reçoit une BMW de luxe qu'il ne peut pas conduire. Et oui, donc en cadeau de bienvenue au Real de Madrid, Mbappé, notre célèbre footballeur, s'est fait offrir une BMW i7 M70 X-Drive par le sponsor du club, donc BMW, un partenaire bien sûr du club. Mais malheureusement, Mbappé, il peut pas la conduire parce que il a pas le permis tout simplement. Et oui, avec la carrière qu'il a eue, qu'il a encore, il a pas eu le temps de passer le permis. Voilà, le garçon, il aura un chauffeur. Hein. Donc c'est une BMW qui est équipée de nombreux équipements de confort, des sièges massants, un grand écran pour les passagers, enfin toute la high-tech du moment. Et donc c'est un peu dommage de pas pouvoir la conduire soi-même, mais je pense qu'il pourra quand même bien profiter de ce joujou, peut-être avec un chauffeur ou avec des amis qui le conduiront. Bien les amis, on s'arrête là pour cette semaine. Vous avez vu, l'actu est très très riche et encore j'ai fait le tri. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je suis obligé de faire l'impasse. J'espère en tout cas que ces infos, ces actus électriques vous auront intéressé, vous auront passionné et puis vous auront aussi diverti. On essaiera de continuer comme ça sur le principe d'actu sérieuse bien entendu, mais également peut-être d'actu insolite concernant la mobilité électrique, les voitures électriques et tout cet univers. Voilà, si c'est pas fait, abonnez-vous pour les prochaines vidéos, mettez bien les notifications en place en cliquant sur la petite cloche là sous la vidéo. Pour pouvoir recevoir comme un abonnement en fait ces actualités électriques chaque semaine, normalement chaque vendredi. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et de nouvelles vidéos. Salut!